J'attends que ça se connecte. Hello, 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 bienvenue dans le lundi décalé du 5 août 2024. J'espère que vous passez un très bel été. Je ne vous ai pas vu la semaine dernière, je m'étais pris un jour de congé post-mariage. Donc, bienvenue dans le lundi décalé de la semaine pour ceux qui rejoignent le groupe, et je sais que vous êtes nombreux. Tous les lundis midi, dans l'absolu, sauf cas exceptionnel, il y a un live en direct qui traite du thème abordé la semaine précédente dans le groupe. Si vous voulez connaître les thèmes, ils sont mis tous les derniers vendredis du mois à la une du groupe. Donc vous avez la liste des thèmes du mois d'août qui sont à la une du groupe. Coucou Céline, coucou Sébastien, oh ça fait longtemps, coucou Lucie. Donc aujourd'hui, on va parler de l'hypervigilance. Bonjour Hubert, madame. Ça me vieillit quand même, hein, madame, mais oui, c'est vrai, madame. On va parler de l'hypervigilance et je sais que ça concerne beaucoup de gens. Moi, j'ai pris l'exemple, excusez-moi, j'ai pris l'exemple du HPI parce que ben, je le vis de l'intérieur et je sais que j'ai beaucoup de clients qui sont HPI, qui sont en hypervigilance. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en hypervigilance qu'ils se rendent même pas compte que l'hypervigilance est due à une peur ancrée. J'ai eu cette prise de conscience, non, parce que moi je le savais, mais j'ai eu la prise de conscience que beaucoup d'entre vous ne s'en rendaient pas compte. Alors, il n'y a pas que il y a pas que le HPI qui est en hypervigilance, hein. Le hypersensible aussi, le HPE aussi. En fait, vous êtes en hypervigilance à partir du moment où vous vous rendez compte que votre comportement n'est pas normé par rapport aux autres, et du coup, vous vous mettez en mode de protection pour éviter d'être un paria, pour éviter d'être quelqu'un de rejeté, quelqu'un de différent. Même si on arbore fièrement notre différence et notre décalage, des fois ça fait mal de se sentir rejeté et donc on se met en hypervigilance pour se protéger. Coucou Ulrich et c'est H, peut-être Charlotte, je ne sais pas. Je me rappelle plus ton prénom. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué dans les discussions avec vous que j'ai sur le groupe, que j'ai sur Messenger? En fait, beaucoup disent, et j'ai même un client qui m'a dit ça, coucou Franck, coucou Philippe, j'ai même un client qui m'a dit ça, qui me dit, ah mais non, mais moi j'ai plus peur de rien. Mon comportement n'est pas dicté par la peur. Par contre, c'est vrai que je suis en hyper contrôle et hyper vigilance. Ah, paradoxe. À partir du moment où tu es en hyper quelque chose sur une façon de fonctionner, c'est pour éviter que quelque chose se produise. Donc, si tu prédis que quelque chose va se produire, c'est que tu as peur que ce dit chose se produise. Je sais que j'utilise beaucoup le mot chose, je vais y revenir. La personne m'a dit, je suis en hypervigilance et je suis en hyper-contrôle quant à mes relations avec les autres. D'accord. Donc, ça cache une peur. Non, j'ai peur de rien. J'ai appuyé dessus et d'ailleurs, dans la conversation, il me dit, oui, c'est vrai, tu as mis le doigt sur quelque chose. Effectivement, je me protège d'une souffrance éventuelle. Bam, la peur, elle est là. Peur du rejet, peur de souffrir, peur de finir seul, peur d'être encore jugé, etc. Coucou Clémence. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez un comportement hyper, cela relate d'une peur, enfin, cela découle, pardon, d'une peur qui est cachée, enfouie. Et parfois, cette peur fait tellement partie de vous et de votre quotidien que vous estimez que c'est plus une peur. C'est grave. Enfin, grave. Rien n'est grave. C'est devenu votre mode de fonctionnement. C'est dans votre état d'âme. Vous vivez continuellement dans la peur. J'ai même eu un client, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est la clim. J'ai même eu un client qui m'a dit récemment, quand je rentre en société, j'analyse tout, je suis en hyper contrôle, je suis en hyper vigilant, je suis un scanner, là, hop, je scanne pour voir s'il y a d'éventuels ennemis. Le mot ennemi, même si c'est dit avec humour, est le mot utilisé et qui est, même avec humour, utilisé de manière adéquate pour lui. Ça veut dire que potentiellement les gens qui sont présents dans l'assemblée sont de potentiels ennemis, sont des gens qui vont potentiellement me faire du mal, même si c'est dit avec humour. J'aurais pas utilisé le mot ennemi. Donc le poids des mots est important et donc ce que vous ressentez à l'intérieur, et parfois c'est tellement enfoui, c'est important. Quel est le but d'un coaching? Le but du coaching est de mettre en exergue, de mettre en relief cette verrue interne que vous avez et qui vous fait avoir des comportements dysfonctionnels, pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même, parce que vous ne vous acceptez pas et du coup vous vous mettez en hypervigilance pour vous protéger des autres. Or, si vous vous acceptez vous à part entière, avec vos défauts, vos qualités et votre particularité, vous n'aurez pas besoin de vous protéger des autres parce que peu importe ce que les autres diront, c'est OK pour vous. Certains vont dire bonjour Denis. Certains vont dire ouais, mais moi, ce que les autres ils disent, je m'en fous. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à se barrer. On n'est pas en accord avec soi et on n'est pas en accord avec les autres. Quand on dit
Certains, ce qui disent je m'en fous, ils ont qu'à se barrer. On est dans du passif agressif, c'est-à-dire soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu dégages. C'est pas non plus, ça ne sert pas le relationnel. Bien sûr qu'il va y avoir des bons humains qui vont vous accepter tel que vous êtes et vous allez vous sentir totalement à votre place. Et c'est à vous aussi de faire le tri de avec qui j'ai envie de traîner et avec qui j'ai pas envie de traîner. Mais par contre, le côté binaire ne sert pas non plus. C'est soit ils sont avec moi, soit ils sont à contre moi, ils vont se faire foutre. Non. Ce qui est bon, c'est en fait d'analyser son comportement de soi vis-à-vis des autres et pas d'analyser ce que je vais dire moi en hyper adaptation. Attention, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. En fait, qui je suis? Pourquoi je m'adapte? Pourquoi là je scanne tout? Avec quoi je suis pas OK avec moi-même? Et sur quoi je dois travailler moi? Et là encore, j'en entends qui vont me dire, ouais, mais pourquoi c'est à moi de faire des efforts? Chacun est censé faire son propre effort pour vivre en harmonie. Mais en fait, c'est pas à l'autre de faire un effort d'adaptation à toi. C'est pas à l'autre de se forcer ou de t'aimer si toi tu n'es pas OK avec qui tu es, si toi tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas demander à l'autre de faire pour toi ce que toi tu n'es pas capable de faire pour toi. J'ai mis du temps à le comprendre. C'est long à comprendre parce que souvent on demande à l'autre ce qu'on n'est pas capable soi-même de faire pour soi. Donc là, l'idée, c'est de parler de l'hypervigilance. J'ai fait une petite intro. Coucou John, j'espère que tu vas bien. J'ai fait une petite intro. Déjà, qu'est-ce que l'hypervigilance? Pour bien savoir de quoi on parle, il faut bien savoir le définir. L'hypervigilance, c'est un trouble anxieux lié à une hypersensibilité, non pas dans le sens je suis une personne hautement sensible et j'ai mes sens exacerbés, je suis une personne en fait hypersensible due à un traumatisme du passé qui va me donner donc aujourd'hui un comportement excessif. Le comportement excessif sera l'hypervigilance, l'hypercontrôle, tout scanner, faire attention à ce que je vais dire, comment je vais placer mes mots, être de manière sempiternelle en train de marcher sur des œufs. Est-ce que vous acceptez ça? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous avez envie toute votre vie de marcher sur des œufs? Est-ce que vous avez envie de jouer au funambule toute votre vie? Moi, personnellement, ça m'a fatigué de faire ça. Ça m'a épuisé parce que ça demande une énergie folle d'analyser ce que je vais dire ou faire, d'analyser ce que l'autre va potentiellement dire ou répondre, d'analyser comment l'autre va pouvoir me juger, etc. Donc tout ça, on va le remettre à sa place. Ouais, il y en a marre, Hubert. Il y en a marre. C'est notre quart d'heure euh, révolution. Donc effectivement, euh, alors je suis allée dans un concert vendredi soir. Si j'avais été tout seul, je serais repartie trop de monde. J'ai analysé et trouvé, alors je suis restée. Voilà, ça suffit d'analyser les autres. Déjà, la première personne à analyser, au lieu d'analyser les autres, c'est s'analyser soi. Pour se protéger, en fait, il faut se connaître. Il ne faut pas connaître les autres parce que vous ne pourrez jamais appréhender ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont prédire. Et sachez une chose, je le répète à chaque live, vous ne ferez jamais l'unanimité. Jamais vous ne ferez l'unanimité. C'est pas pour vous saper le moral, c'est une vérité. On est je sais pas combien de milliards sur cette terre, vous ne ferez jamais l'unanimité. Donc partant de ce postulat, la seule personne devant qui vous devez faire l'unanimité, c'est vous. Ouais, il y aura des moments de haut, il y aura des moments de bas, il y aura des moments où vous ne serez pas d'accord avec un truc qui est parti un peu vite de votre bouche, mais c'est à vous de vous analyser et à vous de vous réajuster vis-à-vis de vous-même, de vos propres valeurs, pas vis-à-vis de Toxin, pas vis-à-vis de Ginette, pas vis-à-vis de Jules et de Julie. On s'en fout pas d'eux, des humains qu'ils sont. On s'en fout de leurs valeurs car elles ne correspondent pas forcément aux nôtres. On n'a pas été éduqués dans de la même façon. Donc, l'hypervigilance est un trouble anxieux dû à une hypersensibilité qui entraîne un comportement excessif afin d'anticiper d'éventuelles menaces, d'éventuels dangers. En gros, c'est une projection du passé, des expériences passées dans le futur. J'irai même plus loin. En général, quand vous êtes en hypervigilance, c'est votre, sans rentrer dans le truc New Wave de l'enfant intérieur, mais on a quand même un enfant intérieur, c'est votre position de petit garçon ou de petite fille qui reprend le dessus. C'est-à-dire que le traumatisme qu'a eu votre petit garçon quand vous étiez petit enfant en général, c'est à l'adolescence ou à l'enfance. Encore ce matin, j'ai fait un coaching où une de mes clientes m'a dit, j'ai été harcelée de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans, on s'est moqué de mon physique, on s'est moqué je sais pas, de mon poids, de ma façon d'être, etc. Forcément, ça laisse des traces. Comment elle est en société, pour elle, elle est menacée. Et donc, elle calcule tout ce qu'elle va dire à 40 ans pour être sûre qu'il ne va pas y avoir de menaces potentielles. Or, ce que vous devez faire et absolument faire comme travail, c'est réconcilier votre personne qui est adulte. Et ça, moi, j'ai eu du mal aussi. Hein. J'ai été une grande enfant pendant longtemps, même aux yeux de mes parents. C'est de 40 ans, hein. On est une enfant, des couettes à vie. C'est réconcilier la personne que vous êtes en étant adulte avec l'enfant traumatisé que vous avez été. C'est dire que l'adulte maintenant, moi, Delphine Corti,
Je vais te prendre en main, toi l'enfant, je vais te rassurer, je vais te protéger. Vous êtes capable de le faire avec vos propres enfants. Vous savez les protéger, les rassurer. Vous n'arrivez pas à protéger et rassurer cet enfant intérieur qui est en vous et qui vous parle encore de vos blessures de l'enfance à l'âge adulte. L'idée, c'est de travailler sur ça. C'est de faire un dialogue interne et de rétablir le dialogue interne plutôt que d'essayer absolument de dialoguer avec des gens qui vous ont pas connu enfant. De dialoguer avec des gens qui connaissent pas votre passif, qui connaissent pas vos traumatismes, qui connaissent pas votre intérieur. J'irais même plus. Et ça, je trouve ça fou. Tu n'arrives pas à le faire, Philippe. On va apprendre à le faire ensemble. C'est pour ça que tu es venu dans la méthode des corps. Bien sûr que seul, c'est difficile à faire. Pourquoi seul, c'est difficile à faire? Parce que seul, vous dialoguez avec vos filtres, vos lunettes à vous, vos lunettes de vue, pardon, vos filtres du passé, vos filtres de vos traumatismes. Ce qu'il vous faut, c'est dialoguer avec un professionnel. Alors, moi, je prêche pour ma paroisse parce que je sais que je suis bonne dans ce que je fais. Et je travaille avec des professionnels, Maud Coulon, Alexandra Bachelet, bientôt, Heidi Pissot, qui sont des professionnels de libération mentale, de libération émotionnelle. Donc, je sais avec qui je travaille, je sais comment je travaille. Vous voulez le faire seul? Enjoy. Faites-le seul. Mais vous verrez que le chemin, il est laborieux et il est très, très dur de ne pas retomber dans ses traumas et dans ses schémas parce que lui, il a un mode de fonctionnement qui est ancré et il veut pas en sortir. C'est sa zone de confort, même si elle est inconfortable. Donc, comment on rétablit le dialogue interne? Eh bien, en fait, on se parle à soi-même et on accepte qui on est dans son entièreté, aussi bien avec ses défauts, son mode de fonctionnement et son caractère. N'oubliez pas que nous avons tous des caractères différents. Et en fait, le problème dans l'hypervigilance, c'est la comparaison à l'autre. Alors, quand on se compare à l'autre, en fait, on devient parano. On devient parano et on filtre à travers un auto-jugement qui est super dur. On s'auto-juge même plus durement que ce que l'autre le ferait à notre place. On devient un intolérant de nous-mêmes. On s'enferme dans notre propre prison d'intolérance. On est intolérant avec nous et cette intolérance, c'est celle-là qui se répercute sur notre réalité et par effet miroir, on est persuadé que les autres ne nous tolèrent pas. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de vous dire? C'est votre auto-jugement qui, en fait, alimente votre comportement et qui fait que si vous vous sentez alien, c'est parce que d'auto-jugement, vous vous êtes comparé et vous dites, mais je suis un extraterrestre par rapport à eux, je fonctionne pas de la même manière, je vais me mettre de côté. Tout ça, c'est inconscient. Je l'ai vécu. Je vous assure que je l'ai vécu, le fait de se mettre de côté, le fait parfois de se balader en essayant de faire, hop, je passe en loose day comme ça sur le côté en rentrant les épaules et tout. Non, la seule personne que vous devez accepter en premier, c'est vous-même. Les autres découleront de ça. Si vous essayez absolument de vous faire accepter par les autres, vous allez avoir du mal. Comment on fait? Soit vous essayez tout seul, ça prend du temps, parce que vous avez 20 ans à perdre devant vous, je suis pas sûre. Soit vous prenez un professionnel. Alors oui, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais investir de l'argent dedans, c'est dépenser. Ça dépend. Ça dépend comment tu vois ton bien-être. Est-ce que c'est une dépense ou est-ce que acheter un iPhone à 1500 euros, c'est une dépense? Pour moi, acheter un iPhone à 1500 euros, c'est une dépense. Tout dépend de comment tu vois ce que tu investis dans ton bien-être. Ça, c'est un autre débat. On va pas en parler là. Mais en termes d'investissement, ce que j'ai remarqué quand je vous dis que la seule personne à qui vous devez faire l'unanimité, c'est vous-même, c'est que j'ai remarqué que certaines objections, quand j'essaye de proposer un programme optimal pour la personne, c'est de me dire, et ça, je trouve ça oh là là, ça me fait tellement mal quand on me dit ça, j'ai mal pour la personne. C'est de me dire, je vais demander l'autorisation à monsieur ou à madame. Je vais lui demander ce qu'il en pense. Mais monsieur et madame, il sait tout ce que tu viens de me dire? Ben non, puisque tu n'as pas voulu en parler devant lui. Donc tu es en train de me dire que tu vas parler à quelqu'un qui ne sait pas la souffrance que tu as à l'intérieur de toi, parce que justement, tu es en mode masque, poker face devant ta famille ou devant les autres. Tu vas lui demander conseil alors qu'il ne sait pas que là, tu viens de pleurer pendant une demi-heure devant moi, mais c'est lui qui va être décisionnaire de ton bien-être. Ne vous mettez pas tout vous-même des bâtons dans les roues. Ne vous enfermez pas dans des carcans dans lesquels vous n'arriverez pas à sortir. Oui, tu as le droit d'être marié, je viens de me marier. Mais jamais je demanderai l'autorisation à mon mari de faire quelque chose pour mon bien-être. Je l'informerai, je lui dirai, ben, au fait, j'ai pris un programme qui va me durer 3 mois, je t'en informe, j'aurai peut-être besoin de ton aide pour m'accompagner. Mais jamais je lui demanderai l'autorisation. C'est qu'il y a déjà un problème de communication à la base, où vous avez peur l'un de l'autre, ou plutôt l'un a plus peur de l'autre. Rétablissez la communication avec vous-même, investissez sur vous, choisissez-vous. Personne n'a le droit de vous dicter ce que vous devez faire. C'est vous qui devez être maître de vos choix. Non, je ne parle pas de ta vie, Philippe, mais statistiquement parlant, je parle euh, de beaucoup de cas que j'ai eus parce que je commence à avoir énormément. On a plus de 100 appels par mois, hein, Arlette, je crois que c'est ça. 100, 110 appels par mois. Donc, on sait, les personnes qui sont en face, on connaît leurs blessures. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, notamment quand tu es hyper. Moi, je suis HPI, TDAH. Le rejet, je l'ai vécu, mais 10 000. Donc, qu'est-ce que tu fais en blessure de rejet? Tu essayes de plaire à l'autre. Et comment tu fais pour plaire à l'autre?
et tu obéis à l'autre. Oui, oui, je vous mets en face à des réalités qui sont pas agréables à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Même si je faisais des stats par rapport à ça, c'est inouï les gens qui se mettent dans des carcans et qui s'empêchent de vivre pour plaire à l'autre. Je vous dis pas de plaquer les autres, je vous dis de fixer vos propres limites, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. Personne d'autre que vous êtes des adultes, n'a le droit de décider pour vous ce qui est bon pour vous. Parce que là, je vais grossir le tableau. Si quelqu'un décide pour vous ce qui est bon pour vous, alors que tu as ton emploi, que tu travailles, que tu ramènes ton propre argent et que censément tu es décisionnaire de faire ce que tu veux avec ton argent et ce que tu veux, même si tu as un compte commun, ce qui est une incroyable connerie, mais bon, essayez de garder quand même votre indépendance, même si vous êtes marié. Si vous êtes fusionnel au point de demander l'autorisation à l'autre, c'est qu'il y a un problème de dépendance affective. Dans un couple, il y a deux entités qui vont dans la même direction. À partir du moment où une entité a peur de l'autre, c'est qu'il n'y a pas deux entités. C'est qu'il y en a une qui bouffe l'autre. C'est qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre. C'est qu'il y en a un qui se sent pas sur un piédestal égal à l'autre. Et donc, ils pourront pas aller dans la même direction parce que ça va s'effondrer sur place. Au bout d'un moment, ça va s'effondrer sur place. Il y en a un des deux qui va craquer. Réconciliez-vous avec vous-même. Rétablissez le dialogue d'abord avec vous et puis avec l'autre. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Il y a un truc qu'il faut savoir avec l'hypervigilance, pour en revenir à ce thème, c'est que souvent on prête aux autres des pensées qu'ils n'ont pas forcément à travers leur acte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je prête à l'autre une pensée qu'il n'a pas forcément à travers son acte. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je me sens pas belle, je me sens moche, je me sens grosse, j'ai pas envie qu'on me remarque. Je vais faire des courses à pied parce qu'il faut les faire, mais j'ai pas envie qu'on me remarque. Comment je vais faire? Je vais m'habiller comme un sac, je vais mettre un truc large pour pas qu'on me voit, puis je vais me faire le plus petit possible, c'est sûr, je vais me faire le plus petit possible. Quelqu'un me regarde dans la rue. Ah, il me regarde, c'est sûr, parce qu'il me trouve moche. Je lui prête une pensée que moi j'ai à mon égard, à travers le simple acte de me regarder. Tant le mec, il me regarde dans la rue parce qu'en fait, il a que ça à foutre et qu'il voit quelqu'un passer, point. Mais dans sa tête, il se dit pas, oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche, elle. Ça, c'est moi qui lui prête des pensées à travers son acte simple de regarder. Ça fait sens ce que je suis en train de vous dire ou pas? Je répète cette phrase, je vous invite à l'écrire parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. On prête aux autres des pensées qu'ils n'ont pas forcément à travers leur acte. Et donc, si je leur prête des pensées, c'est quelles pensées que je prête? C'est les miennes. C'est le jugement que je me porte que je prête aux autres. Et je suis tellement pas cool avec moi que du coup, je dis que c'est les autres qui sont pas cool, que tout le monde me regarde de travers, que tout le monde m'en veut. Mais non, c'est moi qui m'en veux à moi-même d'être comme ça. Alors, on érige des barrières très hautes, on construit des murs de briques épais, on s'enferme dans notre prison de croyances limitantes. Parce que ça, croire ça, c'est une croyance limitante. Pourquoi? Parce que ça te limite dans ton champ d'action. Ça te limite dans ton potentiel. Tu es en train de gâcher ton potentiel en croyant ça. Petite parenthèse, j'ai fait un test pour savoir si tu gâches ton potentiel. Si tu veux que je t'envoie le test en Messenger, marque juste test dans le chat et je te l'enverrai sur Messenger pour voir sur comment tu gâches ton potentiel. C'est 20 questions, je crois, 20 affirmations, et on fait une petite moyenne pour voir en quoi tu gâches ton potentiel. Ça te remettra les idées face à une réalité. Je sais que tu en es conscient, sinon tu ne serais pas sur ce groupe. Mais des fois, se prendre des petites gifles comme ça derrière la tête, ça permet d'avancer. Ça s'appelle des claques de remise en question. Parce que c'est ça qui permet d'avancer. Si on est ivre de succès, à un moment donné, on ne se remet plus en question. Alors que les petites claques de bon fonctionnement, ça permet d'avancer. Donc, demandez le test et on va vous l'envoyer en message privé parce que je pense que ça peut vous aider. Ça vous prendra 5 minutes. Investissez un petit peu sur vous. C'est gratuit le test, ne vous inquiétez pas. C'est un PDF que j'ai créé et que je peux vous envoyer. Donc, si je sais, j'érige des barrières super hautes en me disant, ben lui, il pense pour moi, lui, il pense pour moi, lui, il me déteste, etc. Dans quoi je vais m'embourber? Ben, je vais m'embourber dans un cercle vicieux de mes estimes de moi. C'est-à-dire que comme je suis persuadée que lui, il me regarde parce que je suis moche, ben, je vais encore euh, plus me mettre bossu. Comme ça, et de côté, de façon à ce qu'on me regarde de moins en moins. Et comme les gens vont encore plus me regarder, parce que vu que je vais me mettre de plus en plus de côté, je vais être en hyper-vigilance, je vais regarder ce que les gens vont faire et dire de moi. Je vais regarder si les gens vont me regarder. Je regarde si les gens me regardent. Et donc, du coup, s'ils me regardent, je vais leur prêter un jugement qui va encore m'enfermer dans une mésestime de moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, d'un potentiel HPI, d'un potentiel hypersensible, d'un potentiel où je pourrais m'ouvrir au monde et irradier le monde de ma perspicacité, de ma clairvoyance, etc., d'un potentiel qui est là, je me retrouve là.
Je me retrouve là contre un mur bossu comme ça, à essayer de me tenir le plus voûté possible et de me mettre dans un sac pour me cacher. Vous ne le faites pas exprès, c'est votre cerveau qui veut ça. Votre cerveau va confirmer ce que vous pensez de vous. Votre cerveau ne fait pas la différence entre... Votre cerveau, vos valeurs le font. Votre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour vous. Votre cerveau veut vous faire plaisir en disant oui à ce que vous lui demandez. Je suis moche, oui. Tu te mets dans un coin, oui. Je vais regarder tout le monde, les gens me regardent, c'est sûr, ils me trouvent moche. Bam, j'active mon biais de confirmation. Qu'est-ce que mon biais de confirmation? C'est qu'en fait, je confirme ce que je suis en train de penser de moi ou ce que je suis en train de dire par des preuves qui me paraissent à moi tangibles, mais qui sont au final pas des preuves absolues. Est-ce que ça parle à certaines personnes, ce genre de comportement où vous êtes en hypervigilance? Si oui, marquez-moi, hashtag moi, hypervigilance. À qui ça parle ce comportement? Qui est en hypervigilance? Qui scanne? Qui scrute? Qui étudie tout ce que les autres pourraient dire, faire ou penser de lui? Il n'y a pas de honte. Le premier pas vers l'évolution, c'est de se rendre compte de notre mode de fonctionnement. De toute façon, on ne peut pas agir sur les choses dont on n'a pas conscience. Là, on en a conscience, donc on agit dessus. Comment on fait pour pallier à ça? Il y a un process à faire. D'abord, il faut démêler ce mode de fonctionnement. Comment je démêle ce mode de fonctionnement? Je creuse et je regarde pourquoi je fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Il y a certaines choses que je sais, c'est la face émergée de l'iceberg, mais il y a des choses que je ne connais pas parce que je les ai enfouies. Ben, c'est comme une plaie, hein. Si on la désinfecte pas en profondeur, elle va revenir purulente. Donc votre croyance limitante, votre mode de comportement pardon, en hypervigilance, c'est votre plaie purulente à vous. Le but d'un coaching, c'est d'aller gratter. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Une fois qu'on a démêlé, on va rationaliser tout ça pour vous ramener dans le présent. Une peur étant une projection dans le futur, nul n'est capable de prédire l'avenir. Je vous ramène dans le présent, là, maintenant. Donc on va jouer sur l'émotionnel. Et puis après, on va rétablir la communication entre la tête et le cœur. Parce que souvent, c'est le cœur et la tête qui sont totalement différents, c'est-à-dire qu'il y a le mental qui part dans un coin, alors qu'en bas, ça ne veut pas dire la même chose. J'ai envie de faire un truc, mais je m'empêche de le faire. Donc, on va réconcilier la communication pour pouvoir optimiser et révéler la personne que vous êtes vraiment. Ah, tiens, décor, démêlé, émotionnel, communication optimisée, révélée. C'est exactement le programme que j'ai créé dans ce cas-là parce que je l'ai été en hypervigilance, je l'ai été parano, je l'ai été rejeté en me rejetant moi-même. Je l'ai été tout ça en fait. Pendant des années, beaucoup, trop longtemps. Et je m'en suis rendu compte. Donc si vous voulez que je vous parle de comment j'ai réussi à pallier à ça et que je vous parle de ma méthode, ça ne vous engage à rien. Tapez juste décor en commentaire et je vous expliquerai comment on arrive à faire ça en simplement 4 mois. Ouais, 4 mois. Ouais, c'est du travail intensif, hein. C'est pas un temps plein, c'est du travail sur soi. Faut pas fuir le travail sur soi. C'est important de s'investir sur soi et de travailler sur soi. Si vous attendez que les autres le fassent pour vous, vous allez vous retourner à un certain âge en vous disant putain merde, si j'avais su, je l'aurais fait avant. C'est pas si compliqué. Donc c'est décor, D-E-C-O-R. Je vous invite à l'écrire. Moi, je reviendrai vers vous en privé pour vous en parler. J'espère que cette démonstration vous a parlé. Au moins, vous ne vous sentez plus seul. Vous n'êtes pas seul, c'est un mode de fonctionnement. On l'a plus ou moins tous quand on est hyper au potentiel, etc. On a même honte de ce que l'on est. C'est quand même un monde, d'accord? Tout ça, ça se lisse et on va l'étudier ensemble. Et je vous assure qu'une fois qu'on s'est accepté totalement, le reste, ça ne vous impacte plus. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui vont manger et je vous dis à lundi prochain pour le prochain lundi décalé. Bye bye.